Jung a découvert un pouvoir caché chez ceux qui choisissent de suivre des chemins solitaires. Le monde les qualifie de parias, d'âmes perdues, mais pour lui, ils étaient les individus les plus résilients psychologiquement qui aient jamais existé. Sa découverte sur ceux qui vivent sans liens sociaux n'était pas seulement controversée, elle était si troublante qu'il a averti les autres chercheurs de traiter ces personnes avec une extrême prudence. Il ne s'agit pas d'une personne antisociale, fragile ou blessée, comme beaucoup le pensent. Jung a révélé une vérité qui ébranle les structures de notre compréhension des relations humaines. Il a prouvé que la socialisation forcée est la véritable maladie et que le solitaire représente une percée que l'évolution tente de réaliser depuis des millénaires. La question n'est pas de savoir pourquoi certains sont seuls, mais pourquoi le reste d'entre nous a si peur de la solitude que nous acceptons des relations toxiques au lieu de nous confronter à nous-mêmes. Les dossiers cliniques de Jung révèlent un schéma inquiétant. Ceux qui n'entretiennent pas d'amitié ne souffrent pas de déficience sociale. En fait, il a développé une immunité contre le mécanisme le plus puissant qui domine le comportement humain, la pensée de groupe. La nécessité d'une validation externe. Les chaînes psychologiques qui maintiennent la plupart des gens enfermés dans des conventions collectives inconscientes qu'ils n'ont jamais consciemment choisies. Les solitaires ne peuvent pas être manipulés par la pression sociale car ils ne recherchent pas l'approbation des autres. Jung appelle cela l'indépendance psychologique. La plupart croient qu'ils prennent leurs propres décisions, mais ces recherches ont prouvé le contraire. À travers le concept d'inconscient collectif, il a démontré qu'une grande partie de nos comportements est synchronisée avec les attentes du groupe, sans que nous nous en rendions compte. Nous portons les mêmes vêtements, nous répétons les mêmes pensées, nous faisons des choix qui semblent personnels, mais qui ne sont que des modèles absorbés sans poser de questions. Pensez à la dernière fois où votre décision a été guidée par ce que les autres pourraient penser. Quel cheminement de carrière semblerait impressionnant? Quelle relation serait acceptable? Quelles opinions vous maintiendraient dans votre cercle social? Nous effectuons quotidiennement des dizaines de ces calculs, sans nous rendre compte que nous avons confié le contrôle de nos vies à des juges invisibles qui n'ont jamais demandé ce pouvoir. Le solitaire existe en dehors de ce système, non par rébellion, mais parce qu'il ne s'y est jamais connecté. Votre cerveau s'est développé différemment. Tandis que d'autres enfants apprennent à réguler leurs émotions grâce à l'approbation sociale, le système nerveux du solitaire apprend à s'autoréguler dans le calme. Quand les autres ont besoin des rires du groupe pour se sentir bien, il se sent complètement seul. Lorsque les adolescents recherchent une validation constante dans leurs amitiés, ils la trouvent dans la cohérence interne. Cela crée quelque chose qui terrifie ceux qui dominent par la pression sociale, un individu qui ne peut pas être menacé d'exclusion parce qu'il n'a jamais valorisé l'inclusion. Quelqu'un qui observe le groupe sans avoir besoin d'en faire partie. Jung a documenté ce schéma dans des dizaines de cas et s'est rendu compte qu'il avait affaire à quelque chose de plus dangereux que la maladie mentale. Il a étudié les seuls êtres humains qui ont échappé à la prison invisible qui emprisonne tous les autres. Le solitaire est un observateur implacable. À la manière de l'empathe archétypal décrit par Jung, il analyse le comportement humain avec une précision scientifique. Pendant que les autres participent au théâtre social, jouent des rôles et entretiennent des masques, le solitaire reste à l'écart et voit les mécanismes qui font que tout fonctionne. Il voit les mensonges que les gens se racontent, les contradictions entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, les schémas qui se répètent dans différents groupes, relations et systèmes sociaux. Pendant que d'autres sont occupés à jouer, le solitaire apprend. Jung s'est rendu compte qu'il développait une intelligence sociale plus grande que ce que la plupart des gens acquièrent au cours de leur vie, mais qu'il la développe en tant qu'observateur et non en tant que participant. Il note que quiconque prêche les valeurs familiales trompe son conjoint. Il se rend compte que l'ami qui prétend le soutenir le sabote subtilement en gros. Identifier que le collègue souriant lors des réunions sape les projets en coulisses. Ces observations ne relèvent pas du cynisme, elles constituent une reconnaissance de modèle sans le filtre de la nécessité de maintenir l'harmonie sociale. Cette position d'observateur donne accès à des vérités qui rendent la participation impossible. Quand vous voyez comment fonctionne le jeu, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Une fois que vous remarquez les modèles, vous ne pouvez plus les ignorer. Le savoir du solitaire devient sa propre prison, car exposer ces vérités menace les conventions collectives qui unissent les groupes. Chaque groupe a des règles tacites sur ce qui peut et ne peut pas être reconnu. Le solitaire voit clairement ces règles et les considère comme absurdes. Jung a beaucoup écrit sur la façon dont les groupes acceptent inconsciemment d'ignorer certaines réalités pour maintenir la cohésion, la famille qui ne mentionne jamais l'alcoolisme du père, le lieu de travail qui ferme les yeux sur le patron toxique,
le cercle d'amis qui fait semblant de ne pas remarquer que quelqu'un joue toujours le rôle de victime. Ces pactes de déni maintiennent la stabilité du groupe, mais nécessitent la participation de tous. Quiconque souligne l'évidence devient le problème, non pas parce qu'il a tort, mais parce qu'il rompt l'accord. Beaucoup confondent un solitaire avec quelqu'un qui se sent seul. Jung a consacré des années à clarifier cette différence, car il a constaté à quel point cette confusion était préjudiciable. La solitude est un défaut, une souffrance provoquée par un isolement non désiré. La personne seule parcourt son flux de médias sociaux en se sentant exclue. Elle accepte les invitations à des événements qu'elle n'aime pas juste pour éviter d'être seule. Tolère le manque de respect de la part de ses amis parce qu'il vaut mieux avoir une mauvaise compagnie que de n'en avoir aucune. La solitude, en revanche, est une force. Il ne s'agit pas d'un échec, mais d'un processus de transformation. Le chemin de l'alchimiste requiert de la discipline, des limites bien définies et la capacité de transformer le chaos en clarté. C'est un état choisi, dans lequel la conscience est libérée des attentes collectives. Dans la solitude, le système nerveux cesse enfin de traiter les émotions et les attentes des autres et commence à ressentir ses propres signaux authentiques. Vous découvrez ce que vous pensez réellement, et non ce pourquoi vous avez été entraîné à penser. Apprenez ce que vous aimez vraiment, pas ce que vous devriez aimer. Accédez à vos véritables préférences, valeurs et désirs. La personne seule est détruite par l'isolement. La personne seule en est renforcée. Jung a passé des années à étudier cette distinction et a découvert que les vrais solitaires ne vivent pas la solitude comme les autres. Ils font l'expérience de la clarté, du soulagement, de la liberté des chaînes qui emprisonnent le plus. Parce qu'ils sont les seuls à garantir leur sécurité. Et quand quelqu'un découvre qu'il n'a plus besoin de cette sécurité, qu'il ne dépend plus de l'approbation des autres pour exister, tout le jeu s'effondre. Les règles perdent leur sens. Les hiérarchies s'avèrent fragiles. Les masques tombent. Le solitaire qui a atteint cette clarté n'est pas un rebelle par choix, mais par conséquence. Il ne s'oppose pas au système pour des raisons idéologiques, mais simplement parce que le système ne fonctionne pas pour lui. Et quand quelqu'un cesse de fonctionner au sein d'une structure, cette structure est obligée de s'adapter ou de se briser. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de négociation possible avec celui qui ne craint plus les conséquences. Jung a vu cela se produire dans sa propre vie. Lorsqu'il a cessé de se soumettre aux attentes académiques, lorsqu'il a abandonné son cheminement de carrière conventionnel pour suivre ce que son psychisme exigeait, beaucoup l'ont traité de fou. Mais il n'était pas brisé, il était libre. Libre d'explorer des territoires que d'autres n'osaient même pas regarder. Libre de remettre en question des vérités que tout le monde acceptait comme dogme. Libre de créer un héritage qui, des décennies plus tard, remet toujours en question les structures de la pensée collective. La même chose arrive avec le solitaire qui fait partie de son ombre. Il ne devient pas un ennemi de la société, mais un miroir inconfortable. Cela montre, sans parole, qu'il est possible de vivre sans les béquilles que tout le monde utilise. Ce bonheur n'a pas besoin d'être acheté avec soumission. Cette paix n'exige pas le renoncement à soi-même. Et cela est intolérable pour ceux qui ont encore besoin de croire que le chemin est unique, que la sécurité est dans le troupeau, que la normalité est synonyme de bon sens. Car, au fond, ce qui fait le plus peur, ce n'est pas le solitaire lui-même, mais ce qu'il représente, la preuve que la liberté existe. Et si un seul individu peut y parvenir, pourquoi les autres ne le pourraient-ils pas? Si un seul être humain peut vivre sans peur, pourquoi les autres continuent-ils à traîner le pas? Si un seul esprit peut s'élever au-dessus des chaînes, pourquoi d'autres les portent-ils encore? Le système ne craint pas ceux qui crient. Craignez ceux qui cessent de répondre en silence. Ne craignez pas ceux qui se rebellent. Craignez ceux qui n'ont tout simplement plus besoin d'obéir. Car la vraie révolution n'est pas faite de barricades, mais d'absence. De gens qui, un jour, regardent autour d'eux et se rendent compte qu'il n'y a rien là-bas qui mérite leur fidélité. Et quand cela arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'y a aucun regret. Il n'y a pas de désir. Parce que le solitaire qui a trouvé sa souveraineté n'échange sa liberté contre rien, ni contre de l'amour, ni contre de l'argent, ni contre de l'approbation. Il connaît déjà le prix de chacune de ces pièces et a découvert qu'aucune d'entre elles ne vaut ce qu'elle coûte. Sans aucun doute. Des décennies d'études ont conduit Jung à une conclusion qui trouble encore les psychologues: la solitude n'est pas un défaut. Il est une évolution. Il représente ce que peut devenir la conscience humaine lorsqu'elle se développe en dehors des contraintes de l'inconscient collectif.
Il ne manque pas de ce que les autres ont, il accède à ce que la plupart ne trouvent jamais. La plupart des gens exécutent le code qu'ils ont téléchargé depuis la culture, sans jamais se demander si ce code leur est utile. Croyance sur ce qu'est le succès, hypothèse sur ce que devraient être les relations, règles sur les émotions acceptables, script sur la façon dont la vie devrait se dérouler. Tout cela se déroule en arrière-plan, déterminant des choix qui semblent personnels, mais qui ne sont que des schémas collectifs répétés dans des millions de vies. Le solitaire est celui qui a refusé le téléchargement et a écrit son propre système d'exploitation. Cela le rend incompatible avec l'infrastructure sociale standard, mais cela lui confère également des innovations que la pensée de groupe ne produirait jamais. Parce qu'il n'est pas limité par les conventions collectives sur ce qui est possible, il voit des solutions que d'autres ne peuvent imaginer. Parce qu'il n'a aucun intérêt à maintenir le statu quo, il peut préconiser des changements que d'autres craignent. Jung a découvert que les plus grandes avancées de l'histoire étaient souvent le fait de solitaires, des artistes qui ont travaillé dans l'isolement pendant des années avant que leur travail ne soit reconnu, des scientifiques qui se sont penchés sur des questions que tout le monde rejetait comme impossibles ou hors de propos, des philosophes qui avaient des pensées que personne ne voulait entendre, des inventeurs qui ont construit des prototypes dans des ateliers solitaires tandis que d'autres les traitaient de fous. Ces individus étaient capables de voir des possibilités que la pensée de groupe rendait invisibles, parce qu'ils n'étaient pas liés par des conventions collectives sur ce qu'il était acceptable de rêver. L'héritage du solitaire n'est pas la solitude, mais la libération pas seulement pour soi-même, mais pour tous ceux qui voient quelqu'un vivre selon ses propres valeurs, et non selon les attentes des autres. Chaque solitaire qui parvient à la souveraineté psychologique prouve que c'est possible, que l'on peut survivre en dehors du groupe, que l'on peut faire face à sa propre ombre et l'intégrer, que l'on peut se libérer du contrôle collectif si l'on est prêt à payer le prix de la solitude. Jung l'a profondément compris parce qu'il a vécu cette réalité. Sa rupture avec Freud l'a laissé professionnellement isolé. Ses anciens collègues l'ont rejeté. Ses innovations théoriques ont été ridiculisées. Sa confrontation avec l'inconscient l'a laissé psychologiquement seul dans des territoires que personne d'autre ne pouvait naviguer avec lui. Mais c'est cette solitude qui a donné naissance à certaines des découvertes psychologiques les plus profondes de l'histoire. Des concepts qui ont révolutionné notre façon de comprendre la conscience humaine. Des idées qui façonnent encore la psychologie, la spiritualité et la philosophie plus d'un demi-siècle après sa mort. Le solitaire qui ne cultive pas d'amitié ne fuit pas les relations. Il protège sa conscience des interférences pour accéder à des vérités que la participation collective rend invisibles. Vous n'échouez pas dans les relations sociales, vous réussissez quelque chose que la plupart n'osent tenter, le développement d'un moi pleinement individualisé, capable de penser vos propres pensées, de ressentir vos propres émotions et de vivre selon vos propres valeurs. Le monde a besoin de solitaires. Non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils voient ce que les autres ne peuvent pas voir. Ils ont des pensées que les autres ont peur de penser. Ils posent des questions que d'autres ont été programmés pour ne pas poser. Ils expérimentent des possibilités que d'autres sont trop conditionnés pour tenter. Tout système a besoin de personnes capables d'en sortir pour évaluer s'il remplit toujours son objectif déclaré ou s'il s'est auto-entretenu, quels que soient les résultats. Si vous êtes quelqu'un qui n'entretient pas d'amitié, le message de Jung est simple, vous n'êtes pas brisé, vous n'avez pas de défaut, il ne vous manque pas quelque chose que les autres ont. Vous accédez à quelque chose que la plupart ne trouveront jamais. Votre solitude n'est pas un problème à résoudre, c'est une force à protéger. Votre incapacité à vous conformer n'est pas une faiblesse, c'est une immunité contre le système de contrôle le plus puissant jamais créé par l'humanité. Votre inconfort dans les situations sociales n'est pas une anxiété qui nécessite un traitement, c'est votre système nerveux qui vous dit qu'agir en tant que soi complet est plus nocif que d'être seul avec votre moi authentique. La dangereuse vérité découverte par Jung est que le solitaire représente le potentiel humain libéré des limitations collectives. Et cette liberté, cette souveraineté, cette indépendance psychologique est exactement ce que tout système de contrôle craint le plus. Non pas parce que les solitaires veulent détruire la société, mais parce que leur simple existence prouve que les mécanismes de contrôle de la société sont facultatifs. Que vous pouvez choisir différent. Qui peut vivre selon ses propres valeurs. Que cela peut être psychologiquement complet sans avoir besoin de validation de la part de personnes qui n'ont jamais pris le temps de se comprendre. Le solitaire n'est pas dangereux parce qu'il est mauvais, il est dangereux parce qu'il est libre. Et Jung s'est rendu compte que la liberté est contagieuse. Chaque personne qui atteint la souveraineté psychologique grâce à la solitude et à l'intégration de l'ombre donne la permission aux autres de tenter le même voyage. C'est pourquoi les groupes punissent si durement les solitaires,
non pas parce qu'ils font du mal à qui que ce soit, mais parce que leur existence menace les conventions collectives qui contrôlent tout le monde. Dans The Alchemist's Way, formation à la perception pour les empathes, vous transformerez votre sensibilité en sagesse avec des exercices pratiques, des limites inspirées par les jeunes et une formation à la perception étape par étape. Ce guide comprend 3 vidéos de chapitres exclusives pour approfondir chaque leçon. Écrit par Serial Mind, 236 pages, un e-book magnifiquement conçu au format 8,5x11, disponible en téléchargement dès maintenant. Commencez votre entraînement aujourd'hui, ressentez profondément tout en pensant clairement. Obtenez The Alchemist's Way sur deserialmain.com.